Salut à tous. Le mois dernier, j'ai regardé une vidéo sur une des chaînes les plus suivies en France sur l'autonomie. Elle parlait d'un piège dans lequel il ne fallait pas tomber si on voulait concilier autonomie et activité professionnelle. Ce piège, il s'agit apparemment du potager. Celui-ci ne permettrait pas du tout d'être autonome alimentairement, les résultats seraient donc minuscules et l'activité en elle-même serait très chronophage. Le deuxième conseil apporté dans cette vidéo, c'est de commencer par faire des choses durables. L'exemple donné est la plantation d'un arbre plutôt qu'un semis de carottes. Alors, il est vrai que le potager peut prendre un peu de temps et nécessite une présence constante. Là où je suis beaucoup moins d'accord, c'est sur les résultats apparemment minables en matière d'autonomie alimentaire. Je trouve qu'un potager peut offrir une diversité de sources de nourriture extraordinaire et une abondance inattendue. Il m'arrive de ne plus savoir quoi faire de mes récoltes tellement la production de certaines cultures est belle. Et encore, je suis débutant. C'est pourquoi je m'intéresse de plus en plus aux légumes dits de conservation. Pour ce qui est de la création de choses durables en priorité, j'aimerais compléter la dite vidéo par ce qu'il me semble le plus important en matière de durabilité. C'est l'amendement, c'est-à-dire le fait d'apporter au sol de la matière organique en grande quantité pour en améliorer les qualités physiques. Je ne vois rien de plus durable que de créer un sol vivant, profond, riche et fertile avec un excellent taux de matière organique. Et cela, c'est plutôt long à se mettre en place. Malgré des techniques agronomiques qui peuvent accélérer le changement de la structure du sol, il faudra plusieurs années pour avoir un sol qui commence à produire des récoltes dignes de ce nom. Alors bien sûr, cela dépend de la nature de base du sol. Certaines prairies peuvent avoir une excellente fertilité et un super taux de matière organique, mais nous n'avons pas tous la possibilité d'acquérir ce genre de terrain. Créer du sol vivant n'est pas destiné uniquement à la création d'une parcelle potagère. Quelles que soient nos cultures, cette pratique est d'une importance capitale. Et ça, même si l'on veut installer un verger, avoir une parcelle de céréales, faire son foin ou alors installer des légumes vivaces. Ça ne se limite absolument pas au potager. Si l'on ne produit pas assez de matière organique destinée à l'amendement, il va falloir l'importer. Cela peut être du compost de déchets verts, du fumier de la ferme d'à côté, du broyat de bois, etc. Ça peut être énormément de choses. Mais il est également possible de faire pousser soi-même sa matière organique en réalisant un semis de ce qu'on appelle un engrais vert. C'est une culture qui n'est pas destinée à la récolte, elle est uniquement destinée à être restituée au sol. La culture a d'innombrables bénéfices pour celui-ci. Les plantes utilisées sont généralement issues de familles comme les fabacées, les brassicacées et les graminées. Mais là où j'estime primordial de ne pas laisser le potager de côté, surtout quand on est à la recherche d'une certaine autonomie, c'est que nous allons pouvoir commencer à expérimenter et donc apprendre rapidement. Si ce n'est pas une priorité, nous fermons la porte à plusieurs années d'expérience et de savoir-faire. Et il faudra plus d'une vie pour apprendre à maîtriser un jardin potager, avoir des récoltes satisfaisantes, faire ses semences et créer un réseau d'échange, stocker ses récoltes, transformer ses surplus. Chaque saison est importante et chaque graine pas semée, c'est de l'expérience en moins. Et pour illustrer tout ça, je vais semer des carottes. Nous sommes dans la serre, une structure que j'ai construite au printemps dernier, sur une terre inexistante. Le sol était bétonné et du remblai avait été déposé pour niveler le terrain. Une fois le béton et les remblais évacués, il ne restait que du sable. Grâce à des amendements massifs, j'ai pu constituer en 2 ans une couche d'un mélange de compost et de sable qui, au vu des récoltes, me semble cette année très fertile. Même si le travail était très lourd en première année, aujourd'hui j'enchaîne les cultures. Sur cette toute petite bande, un chou chinois planté en février et récolté en mai, une betterave plantée en mai et récoltée en juillet, des concombres sur la ligne du fond qui donneront jusqu'en septembre, et maintenant j'y sème 2 rangs de carottes qui normalement seront prêtes à récolter en septembre. Ça me laissera encore la possibilité d'y mettre une dernière culture d'hiver à cycle court, type laitue, chicorée ou un radis. Ça nous fait 4 à 5 cultures sur la même planche sur l'année. C'est très intensif, mais la fertilité de ce sol le permet. Pour accélérer les rotations, je favorise le semis en contenant, que je viens planter en terre par la suite. On peut éviter le semis direct pour la majorité des légumes. Pour les carottes, ce sera toujours un semis directement en terre. Je parlais tout à l'heure des légumes de conservation. Nous sommes début juillet et nous entrons dans la période où il y a beaucoup de récoltes à manger en frais, alors je peux très bien stocker ma récolte de betteraves et venir piocher de temps en temps. C'est un légume racine qui se conserve très bien au frais.
Je coupe les feuilles au niveau du collet, je fais attention qu'il n'y reste pas d'excédent de terre et je les stocke au réfrigérateur à environ 11 degrés. Mais on peut très bien les mettre dans une cave ou dans un cellier, bien à l'obscurité et à l'abri du gel. On peut également les recouvrir de sable, ce qui apparemment facilite la conservation. Et au niveau cuisine, les fanes sont tout aussi comestibles que les racines. Elles se cuisinent exactement pareil que des blettes. On peut aussi en faire du pesto si l'on souhaite faire encore de la conservation. Alors ce semis de carottes. Eh bien, malgré un sol composé essentiellement de sable et de compost, je viens quand même venir mettre un léger coup de bêche en profondeur à une trentaine de centimètres. Je ne retourne pas les horizons du sol, je viens seulement aérer un peu et décompacter. J'utilise la bêche comme une grelinette à la place de celle-ci, car ma grelinette a une largeur de travail bien trop importante pour ce petit bout de planche. Je décompacte en profondeur, car la carotte a besoin d'un sol profond. Plus le sol est meuble en profondeur, et plus le pivot de la racine va pouvoir descendre facilement, et plus on accentue les chances d'avoir de belles carottes. Ainsi, je trace 2 petits sillons profonds d'environ 2 cm et distants d'environ 25 cm. Je le fais à la main car les surfaces sont minuscules, mais on peut s'aider d'un outil adapté à la surface de semis. Puis je sème de manière plutôt dense, plus d'une centaine de graines au mètre linéaire. Ça nous donnera, si tout germe, une densité d'une carotte tous les centimètres. Ce qui est beaucoup trop, il faudra alors en éclaircir une sur deux. Mais comme tout ne germe jamais à 100%, je devrais avoir le bon dosage. Nous pouvons ensuite venir recouvrir le sillon en faisant attention à ne pas chahuter toutes les graines. Ensuite, on essaye de venir créer un contact le plus important entre la terre et la graine. Et pour ça, il faut venir tasser la zone de semis. Alors on peut carrément marcher dessus, utiliser un rouleau ou encore le faire avec les mains. Moi j'utilise une taloche de peintre. Dernière étape, l'incontournable arrosage après tout semis. Et c'est là qu'il faudra être un peu vigilant. Si l'on a un sol très séchant et drainant comme le mien, d'autant plus si nous sommes sous serre, comme ici. L'humidité du sol doit être constante pendant toute la durée germinative. Il est donc possible que l'on ait à arroser finement le semis environ une fois par jour. La durée germinative dépend des saisons et des conditions de culture, mais à cette période, elle ne devrait pas dépasser les 7 jours.